Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont l'actualité toulousaine. Ce mardi 3 mars, la CGT va devoir quitter la Bourse du Travail place Saint-Cernin. La mairie de Toulouse met un terme à la pratique de locaux gratuits pour les syndicats toulousains. Les commerçants excédés par les nombreuses dégradations lors des manifs de zadistes vont-ils devoir assurer en plus la sécurité de leurs clients et celle de leurs biens? Ça paraît un peu fort, mais ils y réfléchissent sérieusement. C'est ce qu'on verra avec notre invité, Philippe Léon, président de la nouvelle fédération des commerçants de l'Hypercentre. Mais tout d'abord, en bref, suite de l'affaire Gérard Bapt, le député maire de Saint-Jean a rencontré aujourd'hui les hautes instances du PS à Paris, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, et Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS. Aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de Gérard Bapt pour sa visite non autorisée en Syrie la semaine dernière, en compagnie de 3 autres parlementaires français. Toutefois, il devra passer devant les membres de la haute autorité du Parti socialiste, une instance créée récemment qui peut prononcer des sanctions allant du blâme à l'exclusion. Par ailleurs, le député socialiste de Haute-Garonne s'est dit favorable à une suspension du groupe d'amitié France-Syrie à l'Assemblée nationale. Nous vous tiendrons informés sur la suite de cette affaire. 23 vitrines brisées, des murs tagués, une guérilla urbaine qui a fait fuir les consommateurs. C'est le bilan de la dernière manif des zadistes à Toulouse. C'était le 21 février dernier. Les commerçants du centre-ville sont à bout. Ils se sont regroupés au sein de la Fédération des commerçants de l'Hypercentre qui réunit 450 personnes. Elles attendent des mesures fortes de la préfecture, ainsi que nous l'a confié leur porte-parole Philippe Léon lors d'un entretien enregistré cet après-midi. Philippe Léon, bonsoir. Donc la dernière manif anti-barrage Sivens à Toulouse a dégénéré, comme on pouvait s'y attendre. À combien s'élèvent les dégâts? Alors les dégâts estimés à cette date par la Chambre de commerce s'élèvent à 200 000 € en ce qui concerne le bris de vitrine uniquement. Donc 23 vitrines, je crois, cassées. Qui va payer et quand? Donc, la Chambre de commerce et la préfecture ont monté ensemble une cellule de crise pour préparer et faire suivre au ministère de l'Intérieur les dossiers d'indemnisation. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'a priori, ce serait le delta entre ce que vont rembourser les assurances et ce qui ne va pas. Donc, ce qui ne va pas être remboursé aux commerçants va être pris en charge par l'État. Ils ont déjà fait l'avance des frais. Alors voilà, les commerçants ont fait l'avance des frais. Le problème, c'est que des vitrines aujourd'hui coûtent entre 5 et 10 000 €. 5 et 10 000 € pour un petit commerçant qui a ses échéances à la fin du mois, ça veut dire un manque de trésorerie et ne plus pouvoir payer les fournisseurs. Il y a déjà des commerçants dans cette situation à Toulouse? Il y a déjà des commerçants qui ont été affectés par le bris de vitrines qui sont dans cette situation. C'est pour ça que la Chambre de commerce étudie ou est en train de mettre en place une aide d'urgence à taux zéro de 3 000 € pour les commerçants qui ont été affectés. Alors dans quel état d'esprit sont ces commerçants? Ils sont révoltés. Il y a une incompréhension totale vis-à-vis de l'autorisation de manifester qui a été donnée pour le samedi 21. Et puis surtout, une incompréhension quant au dispositif policier qui ne les a pas protégés. C'est à l'État de garantir la sécurité et la tranquillité dans les rues. Alors justement, les commerçants avaient demandé, bien avant cette manifestation, qu'il y ait plus de manifestations dans l'hypercentre et que ces manifestations aient plutôt lieu à l'extérieur. Bon, manifestement, vous n'avez pas écouté, puisque la preuve, c'est que cette manifestation du 21 février a eu lieu donc en hypercentre. Quelles ont été à ce moment-là les explications du préfet? Donc, en fait, le préfet s'est appuyé sur les 4 manifestations zadistes du mois de novembre dernier. La 4e, la dernière, avait été une manifestation autorisée déposée par le NPA et ATTAC, qui étaient les mêmes organisateurs que la manifestation du 21. Partant de là, comme la manifestation s'était bien passée, le préfet a estimé que, vu le contexte général, il n'y avait pas de raison d'interdire cette manifestation. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu anticiper justement ces dégâts? Oui, absolument. Car suite aux événements, nous avons remonté les blocs des zadistes et effectivement, tout était écrit. L'arrivée des Black Blocs de Clermont-Ferrand, de Montpellier, et des phrases type « ils feront ce que nous leur demanderons de faire ». C'est écrit noir sur blanc sur les blocs. Si quelques commerçants y ont accès,
Je pense que les services de l'État ont dû les lire, mais ils n'ont pas pris les menaces des zadistes au sérieux. Alors vous avez justement adressé vendredi dernier une lettre ouverte au préfet. Alors vous lui dites dans l'avenir, si vous et vos services n'étiez pas en mesure d'assurer la sécurité de nos biens et de nos clients, nous serions contraints de nous organiser pour défendre l'ASA, zone à défendre, de l'hypercentre de Toulouse, contre toute agression extérieure. Nous organiser, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut, je veux dire, il ne faut pas sortir cette partie de la phrase du contexte. Le contexte général, c'est à vous d'assurer notre sécurité. Maintenant, si la préfecture et les forces de l'ordre ne sont pas capables d'assurer la sécurité des clients, des promeneurs et des commerçants, il va falloir que l'on prenne des mesures. Mais lesquelles? Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. C'est quoi? C'est des milices? C'est des tout est envisageable. Le problème, il faut bien se rendre compte que qu'est-ce que c'est un commerçant? Un commerçant, c'est quelqu'un qui travaille 6 jours sur 7. Un commerçant, c'est quelqu'un qui a tous ses biens engagés pour son commerce. Un commerçant, c'est un petit chef d'entreprise qui a 2-3 employés. Imaginez que vous, demain, on vous empêche de venir travailler. Imaginez qu'à la fin du mois, parce qu'on vous a empêché de venir travailler, vous n'ayez pas votre chèque. Vous n'avez pas de salaire. Et d'ici 2-3 mois, c'est la banque qui vient saisir votre maison ou votre appartement. C'est ça un commerçant. Et on les empêche de travailler aujourd'hui. Imaginez dans quel état ils sont. Vous imaginez quoi? Un mauvais geste? Tout est envisageable. Les gens qui sont poussés à bout, il arrive un moment où ils deviennent incontrôlables. Et c'est un peu le sens de l'appel au préfet que nous lui avons fait en lui disant, s'il vous plaît, intervenez, garantissez notre sécurité, c'est votre devoir. Ce n'est pas aux commerçants à s'organiser. C'est au préfet c'est le préfet qui doit. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons été entendus. Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, nous avons certains faits. D'abord, le préfet a tenu ses engagements quant au remboursement. Il a effectivement mis en place une cellule d'indemnisation, ce qui va aider les commerçants directement affectés. Pour tous les autres, effectivement, qui ont perdu du chiffre d'affaires, il faut imaginer que c'est un samedi. Pour un commerçant, c'est environ 50% de la recette de la semaine. Si vous baissez les ventes ce jour-là, c'est terrible, ça fait du 30% en moins sur le chiffre du mois. Qu'est-ce que vous craignez, par exemple, vendredi, il y a une décision importante qui va être prise dans le Tarn, au Conseil général, sur le devenir du projet du barrage de Sivens. Il peut y avoir, selon cette décision, le samedi, une manifestation spontanée ou pas? Vous craignez ça? Bien sûr, bien sûr. Nous craignons effectivement la manifestation spontanée, si elle est réellement spontanée, ça peut être terrible. Et c'est là qu'il peut y avoir un dérapage de la part de l'un ou l'autre des commerçants qui va se voir encore une fois agressés. Ils vont se défendre. C'est pour ça que nous demandons à la préfecture d'anticiper cette situation et de mettre en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça n'arrive pas. C'est leur métier, ce n'est pas le nôtre. Maintenant, si on n'est pas protégé et si on vient nous attaquer, il va falloir en tirer les conséquences. Nous suivrons ça de près. Philippe Léon, merci. Merci. Comme beaucoup de syndicats à Toulouse, la CGT pourrait bien être forcée à quitter ses locaux. La Bourse du Travail, bâtiment historique situé place Saint-Étienne. La municipalité propriétaire des lieux souhaite en effet mettre fin à la pratique du logement gratuit pour les syndicats. Les explications de Marlène Canal. Derrière la façade années 30 de la Bourse du Travail, ce sont 1500 mètres carrés que la CGT occupe et cela dure depuis 120 ans. Le 20 février dernier, un courrier de la mairie annonce vouloir cesser ce logement à titre gracieux. Ici, dans un premier temps, on croit à un canular. La lettre stipule qu'il faut s'acquitter d'un loyer au prix du marché ou partir avant le 30 juin. La CGT ne peut pas se permettre de payer un loyer au prix du marché, comme ils disent. Et en plus, on ne sait pas à quoi ça correspondrait. C'est clairement un parti pris politique de mettre la CGT dehors. D'ailleurs, s'il s'agissait simplement d'une question financière, la lettre serait tournée différemment et même la procédure, la mairie aurait pris contact avec la CGT pour lui dire voilà, il faut trouver un arrangement. On n'aurait pas reçu un ultimatum comme ça qui sort d'on ne sait où d'ailleurs. On n'avait eu vent d'aucun, on avait été prévenu de rien du tout. C'est clairement une volonté politique de s'en prendre aux salariés dans Toulouse. Pour Jean-Pierre et ses presque 50 ans de militantisme, aujourd'hui secrétaire de l'Institut d'Histoire et d'une masse d'archives, la pilule est dure à avaler. D'abord une attaque contre la CGT et le mouvement syndical qui est inadmissible. La Bourse du Travail a été construite spécialement pour la CGT dans les années 1890.
exactement en 1892. Elle a été dédiée à la CGT à cette époque-là par le maire de l'époque, M. Ornac, avec un discours qui ne peut plus clair. Elle a été inaugurée en présence de Jean Jaurès. Ça veut dire que c'est un bâtiment dont l'histoire est étroitement liée à la CGT et à la ville de Toulouse. La mairie, de son côté, rappelle qu'elle assume seule, depuis 2010, l'hébergement des organisations syndicales. La région et le département ne participant plus. Et que même face à une histoire gravée dans la pierre, c'est une logique comptable qui l'emporte. Cela représente pour la ville de Toulouse et pour les Toulousains, les contribuables, une charge directe de 500 000 € et même 1 million d'euros si on valorise les mises à disposition gratuites pour ce qui est des bâtiments municipaux. Dans une période où l'État baisse les dotations de plus de 12 millions cette année et du même montant pendant 3 ans, nous devons nécessairement faire des économies et il nous a semblé logique de mettre un terme à ces mises à disposition gratuites. La mairie exclut toute perspective de spéculation immobilière concernant le bâtiment. Un dialogue doit être ouvert le 11 mars entre les différents acteurs du dossier. La CGT de son côté refuse de quitter les lieux et compte bien se mobiliser pour son propre avenir. Rio Loco fête ses 20 ans cette année. Le festival rendra hommage aux Toulousains qui ont largement contribué à son succès. Ils seront mis à l'honneur dans une œuvre collective inspirée des collages de l'artiste parisien Mustapha Boutadjine. Anna Guerre et Romain Chevalier l'ont rencontré à l'occasion d'une initiation à sa technique destinée aux animateurs et enseignants qui participeront à la création de cette œuvre. Dessiner, déchirer, coller, ce sont les gestes à acquérir par ces animateurs pour ensuite les enseigner à leur tour aux enfants dont ils s'occupent. Un atelier créatif pour réaliser un portrait qui demande beaucoup de temps mais accessible à tous. C'est un atelier découpage, collage, comme vous pouvez le voir, et créer des personnages réalistes. Tout ce qui est collage, découpage à la main, en plus de ça, il n'y a pas besoin de ciseaux, donc je pense que les enfants vont réussir facilement, donc très très facile à faire. À l'origine de cette technique, Mustapha Boutadjine, l'artiste utilise des magazines de luxe pour une meilleure qualité de papier et des couleurs. L'étape la plus délicate, celle du regard, il faut réussir à faire passer une émotion, ce qui peut prendre jusqu'à 1 mois et demi pour finir son portrait. La technique, effectivement, elle est particulière parce que la démarche, elle est plus picturale, comme si c'était de la peinture. Mais à la place de la peinture, c'est un bout de magazine qu'on déchire et qu'on colle. Donc, ce qui fait que les gens au début pensent que c'est des collages, découper des photos, les juxtaposer, c'est pas le cas du tout. C'est au contraire, c'est dessiner carrément un portrait au crayon, à la mine de plomb, et venir petit à petit, avec des bouts de magazine, en respectant le volume, en respectant l'architecture du visage, créer carrément un portrait. Donc c'est assez singulier comme méthode et les gens s'y prêtent au jeu et ils font des merveilles. Le projet, assembler, scanner et afficher les portraits des enfants sur une fresque géante dans la ville à l'occasion du festival Rio Loco. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.